Rilma est un homme d'âge moyen, solitaire, coincé dans un emploi sans avenir avec des collègues exécrables et un patron encore pire. Un matin, il se réveille pour se retrouver dans un lieu étrange, assis en face de 3 dieux inconnus. Ils lui annoncent qu'il est mort et qu'il se trouve maintenant au paradis. Rilma n'est cependant pas surpris, car il savait que le stress de son travail finirait par le tuer. Il se rappelle toutes les fois où son patron a cassé des bouteilles de bière sur sa tête et suppose que c'est ce qui l'a finalement tué. Mais les dieux le corrigent en lui révélant qu'il est en réalité mort en tombant accidentellement de son lit. Cette révélation le dévaste, car il ne s'attendait jamais à mourir d'une manière aussi pathétique. Les 3 êtres devant lui sont des dieux d'un autre monde qui lui offrent une seconde chance de vivre dans un nouveau monde. Et dans cette nouvelle vie, il recevra la capacité d'utiliser toutes les formes de magie. Cependant, il devra vivre dans le corps d'un enfant chétif de 8 ans. Après une courte discussion, le corps de Rilma commence à briller d'une lumière dorée inquiétante et il est instantanément transporté dans le nouveau monde. Quelques instants plus tard, il se réveille allongé dans une forêt, désormais dans son nouveau petit corps. En se levant et en observant autour de lui, il accepte pleinement qu'il a été réincarné. Les dieux ont préparé un manuel pour sa nouvelle vie. Et en l'ouvrant, il est choqué de voir que toutes ses statistiques tendent vers la force brute. Cela signifie probablement qu'il a conservé la plupart de ses compétences de sa vie précédente. Rilma remarque un arbre à proximité, s'en approche et décide de tester sa nouvelle force. D'un simple coup de pied, il fend l'arbre en 2, confirmant ainsi qu'il possède bel et bien une puissance brute. À ce moment-là, il aperçoit un slime au sol et s'enthousiasme immédiatement, car c'est la première fois qu'il en voit un en vrai. Il tente de le dompter sans succès, puis consulte son manuel de magie qui fournit des instructions pour utiliser la magie de domptage. En suivant le guide, il lance le sort, ressentant la magie circuler dans son corps alors qu'un cercle bleu apparaît sous le slime. Le motif lumineux indique que le slime a été dompté avec succès et est désormais son serviteur. 3 ans plus tard, Rilma se réveille dans la maison qu'il a construite, entourée de centaines de slimes qu'il a domptés au fil des ans. Après avoir vérifié ces slimes, il se promène dans la forêt où il aperçoit un groupe de chevaliers entourant un homme blessé. Malheureusement, ils n'ont plus assez de magie pour le soigner et s'apprêtent à le ramener en ville. Avant qu'il ne puisse partir, Rilma intervient et propose son aide. Les chevaliers, ne le connaissant pas, voient l'un d'entre eux, un blond, dégainer immédiatement son épée et demander qui il estimate. En observant Rilma attentivement, il se demande ce qu'un enfant fait seul dans une si vaste forêt. Rilma leur assure qu'il n'est pas une menace et qu'il possède un remède qu'ils peuvent utiliser. Une des chevalières s'avance pour examiner le remède et après l'avoir goûté, elle confirme son authenticité. Rassurés, ils administrent la potion à l'homme blessé qui montre rapidement des signes de rétablissement, prouvant l'efficacité du remède. Après avoir remercié Rilma pour son aide, il leur propose de se reposer chez lui avant de poursuivre leur voyage le lendemain. Le chef blond accepte et, tandis qu'ils marchent, 2 chevaliers chuchotent entre eux, toujours intrigués par le fait qu'un enfant comme Rilma vive seul dans la forêt. Soudain, les chevaliers dégainent leurs épées lorsqu'une horde de slimes apparaît de nulle part. Mais avant qu'ils n'attaquent, Ryoma s'interpose devant les créatures et explique calmement qu'elles sont ses serviteurs et ne représentent aucune menace. Une fois la confusion dissipée, les chevaliers baissent leurs armes et s'excusent pour le malentendu avant de poursuivre leur chemin. Finalement, ils arrivent devant ce qui semble être un énorme rocher, apparemment une impasse. Cependant, Ryoma utilise sa magie de barrière pour révéler sa maison cachée, impressionnant visiblement les chevaliers. À l'intérieur, ils installent l'homme blessé pour qu'il se repose, mais les chevaliers remarquent vite quelque chose d'étrange. Il n'y a suffisamment de meubles que pour une seule personne, ce qui signifie que Ryoma vit seul. Ryoma arrive alors avec une caisse pleine de potions, leur disant de prendre autant qu'ils veulent, puisqu'il les fabrique à la main. Les moines sont choqués qu'un enfant comme lui puisse produire des potions, et ils l'interrogent sur son identité et ses origines. Voyant qu'il ne peut plus esquiver la question, Ryoma s'assoit avec leur chef pour se présenter correctement. Après avoir donné son nom, le chef se présente à son tour. Reinhard John Miel, l'un des ducs les plus célèbres de la région. Au moment où Ryoma réalise cela, il s'incline rapidement par respect. Ensuite, les autres chevaliers se présentent de manière plus détendue,
le remerciant pour son aide. Les présentations terminées, Reinhardt, toujours méfiant, demande comment Ryoma a appris la magie, la fabrication de potions et pourquoi il vit seul dans la forêt. Ne voulant pas révéler la vérité, Ryoma invente une histoire, prétendant que ses grands-parents lui ont enseigné ses compétences avant de décéder il y a 3 ans. Avant leur mort, il lui avait demandé d'aller vivre dans un village, mais comme il est un étranger, les villageois ne l'ont pas accepté. Pour exprimer leur gratitude, les chevaliers offrent à Ryoma une boule de cristal capable de détecter les criminels. Lorsqu'il pose sa main dessus, la boule confirme qu'il n'est pas un criminel, ce qui rassure les chevaliers. Cependant, l'un d'eux vérifie ses statistiques et est surpris de constater qu'il ne possède aucune capacité de combat, ce qui fait soupirer Ryoma de gêne avant qu'il ne se lève pour préparer le dîner. Préoccupé à l'idée de laisser Ryoma seul dans la forêt, Reinhardt consulte son équipe. Il décide de rentrer chez lui et d'en discuter avec son père pour voir s'il est possible de faire quelque chose pour Ryoma. Le lendemain matin, les chevaliers se préparent à repartir vers leur royaume. Alors qu'ils s'éloignent, Ryoma ressent une pointe de culpabilité d'avoir menti sur ses origines. 2 semaines plus tard, après avoir terminé le comptage de SS Slime, Ryoma s'allonge pour se reposer, mais il entend soudain une voix familière. Il se redresse rapidement et aperçoit les chevaliers revenant pour une nouvelle visite. En s'approchant, ses yeux se posent sur une magnifique jeune fille marchant à leur côté. À leur arrivée, Ryoma est accueilli par Reinbach, le père de Reinhardt, ainsi que par Elise, l'épouse de Reinhardt, et leur fille, Eliaria. Il le remercie d'avoir sauvé Reinhardt et ses compagnons 2 semaines auparavant. Ryoma s'incline en réponse et s'excuse de ne pas avoir de collation à offrir, mais Reinbach balaie son excuse, lui rappelant qu'ils sont venus sans prévenir. En regardant autour de lui, Reinbach est surpris par le nombre impressionnant de slime que Ryoma possède, car leur nombre a considérablement augmenté depuis la dernière visite des chevaliers, ce qui les amène à se demander comment ils peuvent tous tenir dans sa maison. Pour leur démontrer, Ryoma fusionne ses slimes en un seul gigantesque slime, laissant tout le monde stupéfait. Lorsqu'il commence à expliquer les détails de la fusion des slimes, il remarque leurs expressions ébahies et les s'avance, impressionné, disant que personne dans leur royaume n'a jamais réussi cela. Ryoma précise alors qu'au lieu de former un contrat avec 100 slimes d'un coup, il a contracté avec chacun séparément avant de les fusionner. Cette révélation les émerveille, car il a résolu un mystère qui intriguait les dresseurs depuis des années. Elei suggère qu'il s'inscrive à la guilde des dresseurs et qu'il présente son slime géant. Mais avant d'en discuter davantage, Ryoma les invite à entrer. Une fois à l'intérieur, Reinhardt offre à Ryoma une horloge plaquée or en signe de gratitude. Ryoma l'accepte, mais réalise rapidement qu'ils ne sont pas venus jusqu'ici uniquement pour lui offrir un cadeau. Eliaria prend alors la parole et explique que sa famille vient d'une longue lignée de dresseurs et qu'elle souhaite que Ryoma l'aide à apprivoiser son premier slime. Cependant, elle ne sait pas où en trouver un. Ryoma sort une carte et indique une source d'eau où les slimes se rassemblent souvent, faisant de cet endroit le meilleur point de départ. Malgré cela, Eliaria n'est pas familière avec les différents types de slime et demande donc à Ryoma de lui enseigner tout ce qu'il sait. 1 heure plus tard, Ryoma démontre comment il utilise les slimes pour laver les vêtements, les faisant tourbillonner de manière à imiter une machine à laver. Lorsqu'il sort le tissu, il est impeccable, ce qui choque tout le monde, car la crasse de gobelin est réputée être l'une des tâches les plus tenaces. Et pourtant, les slimes de Ryoma la nettoient sans effort. Inspirée, Eliaria devient déterminée à apprivoiser un slime capable d'évoluer en nettoyeur encore meilleur. Elle demande à Ryoma de lui enseigner la méthode, mais il hésite, trouvant l'explication un peu gênante à partager avec une dame. Il rassemble alors les chevaliers pour leur expliquer, et leurs expressions confirment qu'il a bien fait. Cependant, Hughes adopte une approche plus directe. Il va voir Eliaria et les servantes et leur dit franchement qu'elles doivent prendre un bain et utiliser leur eau de bain pleine de sueur comme appât. Les filles, offensées, lui administrent aussitôt une gifle mémorable. Eliaria souhaite apprivoiser un slime, mais la méthode est plus embarrassante que prévu. Ryoma lui suggère alors de demander à un de ses gardes de s'en charger, mais elle décide de le faire elle-même, déterminée à ne dépendre de personne. Elle passe quelques minutes dans la baignoire, concentrée sur son objectif. Le lendemain, elle transporte prudemment un bol de son eau de bain et fait ses adieux à Ryoma, espérant capturer son premier slime. Le soir même, elle revient rayonnante, montrant fièrement à tout le monde le petit slime qu'elle vient d'apprivoiser.
À l'intérieur de la maison, Ryoma regarde Eliaria caresser doucement son slime, ce qui lui rappelle son tout premier slime, lent mais précieux, qu'il avait gardé et nommé Tabuchi, d'après un ancien collègue qui lui ressemblait. Alès lui demande alors quels sont ses projets. Ryoma avoue qu'il n'est pas sûr de vouloir rester ou partir ailleurs. Elle lui propose de voyager avec eux, mais il hésite, réalisant qu'il n'a pas quitté la forêt depuis longtemps. Sentant son hésitation, Eliaria partage qu'il s'agit aussi de son premier vrai voyage et que, malgré les difficultés possibles, ce sera une expérience inoubliable. Ces paroles poussent Ryoma à réfléchir au monde au-delà de la forêt, et après mûre réflexion, il accepte de les accompagner, à leur grande joie. Comme toutes ses connaissances de ce monde viennent des dieux, il croit que voyager avec eux l'aidera à comprendre le bon sens courant. Cette nuit-là, Ryoma emballe tout ce qu'il peut dans sa boîte d'objets et visite la statue des dieux pour les informer de son départ. Il promet que s'il revient un jour, il construira une autre statue ailleurs. Avant de partir, il scelle l'entrée de la grotte avec de la magie pour empêcher les intrusions. Pendant ce temps, Reimbach ouvre un portail spatial, invoquant une calèche tirée par des chevaux. Ainsi commence leur voyage. Durant les jours suivants, ils voyagent de jour et se reposent sous des tentes la nuit, rendant le trajet assez confortable pour Ryoma. Le 4e jour, ils sont pris dans une tempête de pluie exceptionnellement forte. Soudain, la calèche secoue violemment avant de s'arrêter brusquement, ce qui fait tomber Eliria dans les bras de Ryoma, la faisant rougir juste au moment où le cocher informe Reinhardt qu'il y a un problème. En sortant, Reinhardt découvre qu'un énorme glissement de terrain bloque la route. Faire un détour ajouterait 3 jours supplémentaires au voyage, alors il propose d'utiliser la magie de la terre pour dégager le chemin. Ryoma, toujours à l'intérieur de la calèche, voit le glissement de terrain et décide d'aider. Il enfile son imperméable et sort, créant une barrière magique au-dessus de lui-même et de Reinhardt pour les protéger de la pluie. Au lieu d'utiliser une magie de terre classique, il propose une méthode plus efficace et décide de faire une démonstration. Utilisant sa technique de création de blocs, il génère plusieurs blocs de pierre que S.E. Slime place soigneusement pour renforcer la route. En peu de temps, le passage est dégagé et la tempête se calme. Reinhardt, impressionné, remercie Ryoma pour son travail rapide. Eliria, excitée, se précipite et enlace Ryoma étroitement contre elle, l'écrasant contre sa poitrine. Il n'a presque pas le temps de réagir avant de commencer à suffoquer, et Eliria le relâche rapidement, réalisant son erreur. Bien qu'épuisé, Ryoma ressent une profonde satisfaction d'avoir pu aider. Pendant les 3 jours suivants, le voyage se poursuit sans encombre jusqu'à leur arrivée à la ville de Jimel. Peu après s'être installé dans sa chambre, Ryoma regarde par la fenêtre, conscient que l'une des raisons principales de la venue de Reinhardt est d'évaluer quelles mines doivent rester ouvertes et lesquelles doivent être fermées. Plus tard dans la journée, il se rend à l'église avec Reinhardt et les autres, car il doit obtenir un objet appelé « plaque de statut » qui affiche les statistiques d'une personne. À l'église, un employé lui donne des instructions sur la procédure à suivre. Mais dès que Ryoma pose la plaque de statut et touche la boule de cristal, il est instantanément transporté au paradis, où il voit les 3 dieux qui l'avaient envoyé dans ce monde. En les voyant, le visage de Ryoma s'illumine d'excitation. Mais cette joie s'efface rapidement lorsqu'il se demande s'il est mort une nouvelle fois. Cependant, les dieux lui expliquent qu'il n'est pas mort, mais qu'ils ont simplement tiré son esprit de leur côté pour un moment, et qu'il retournera à son corps une fois leur conversation terminée. Ryoma se rappelle alors que les dieux lui avaient dit qu'il ne pourrait communiquer avec eux que s'il développait la compétence oracle, mais puisqu'il ne l'a jamais entraîné, il se demande comment il peut leur parler maintenant. Les dieux expliquent que, parce que Ryoma a mené une vie ascétique pendant les 3 dernières années, ils ont décidé de lui accorder la compétence oracle, lui permettant ainsi de communiquer avec eux, bien que brièvement. La déesse lui dit alors qu'il était prévu qu'il rencontre la famille ducale, mais Ryoma ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle poursuit en expliquant qu'une des personnes précédemment transférées depuis la Terre avait en fait épousé un ancêtre de la famille Jamil. Les dieux se souviennent bien d'elle. C'était une fille très gentille, qui avait toujours rêvé de devenir une dompteuse d'animaux. Ainsi, lorsqu'elle fut transférée dans ce monde, son souhait était d'acquérir une compétence lui permettant de dompter des créatures. Cette même femme a plus tard fondé l'école de magie de dressage et s'est même vue accorder le titre de noble. Depuis lors, les dieux ont béni individuellement les membres de la famille Jamil, mentionnant également qu'Eliria semble avoir hérité très fortement du sang de ses ancêtres.
ce qui signifie qu'elle est susceptible de devenir une excellente dompteuse. Ce qui rend Ryoma très heureux, car il sait à quel point elle travaille dur. Cependant, les dieux informent aussi Ryoma qu'il y a eu un autre transfert dans cette branche de la famille, puisqu'ils amènent toujours au moins une personne lorsqu'ils extraient de la magie de la Terre. Et ce transfert était un otaku stéréotypé qui désirait de puissants pouvoirs magiques et les utilisait pour devenir invincible au combat. Heureusement, il était trop timide pour commettre des actes malveillants, et bien que les dieux soient ceux qui lui aient accordé ces pouvoirs, ils sont restés très inquiets jusqu'à sa mort. Comparé à lui, ils trouvent Ryoma bien plus calme, capable de prendre ses propres décisions et de suivre les bonnes règles, estimant ainsi qu'il n'aurait pu espérer meilleur transfert que lui. Le temps de Ryoma avec les dieux arrive à son terme, et alors qu'il commence à briller d'une inquiétante aura dorée, il leur promet de revenir bientôt à l'église pour parler à nouveau, après quoi il est transporté de retour dans son monde. Une fois revenu dans son corps, l'assistante lui demande de vérifier son panneau de statut et lui explique qu'il est d'usage de cacher tout sauf son nom et son âge, car le reste est une information privée. Après son départ, Ryoma consulte son panneau de statut et découvre qu'il a reçu des compétences quotidiennes ainsi que des compétences de combat, remarquant aussi que les dieux lui ont attribué un titre « Enfant bien-aimé des dieux ». En sortant, il est accueilli par Elyria, heureuse que tout se soit bien passé, puis Renbar s'approche rapidement de lui pour lui donner quelques conseils. Ayant remarqué que les capacités de Ryoma dépassent largement la norme pour son âge, il lui suggère de cacher sa force aux étrangers pour éviter d'être exploité et lui conseille aussi de rejoindre une guilde et d'augmenter son rang afin d'améliorer sa position, ce que Ryoma accepte volontiers. Lorsque Ryoma mentionne avec désinvolture qu'il a une capacité magique de 198 000, Elyria est légèrement surprise non seulement par la hauteur de cette capacité, mais aussi par sa capacité à utiliser correctement la magie, alors que Ryoma ne trouve cela en rien d'extraordinaire. Le majordome, percevant sa confusion, lui explique qu'une capacité magique élevée s'accompagne généralement d'effets secondaires, car les personnes ayant une capacité naturellement élevée peinent souvent à contrôler leur magie et à apprendre de nouveaux sorts, ce qui attriste un peu Elyria, car elle a approximativement le même âge que Ryoma, mais n'est pas aussi douée que lui en magie. Ryoma est choqué lorsqu'il apprend que sa capacité magique est en réalité de 200 000. Cependant, il lui dit simplement que si elle passe son temps libre à apprendre la magie, elle devrait être capable de s'améliorer par elle-même. Renbach et les autres entendent son idée et la trouvent brillante. Alors Ryoma lui propose même de lui enseigner chaque fois qu'elle le souhaite. Alors qu'Elyria lui prend la main en signe de gratitude, Ryoma reconnaît qu'il se sent bien d'être apprécié. Le lendemain, Ryoma et le groupe voyagent en carriole jusqu'à la guilde Tamir, où Ryoma doit s'inscrire. Cependant, étant donné qu'il a toujours élevé des slimes, il serait difficile pour lui de monter en grade. Ainsi, Renbach décide de l'emmener à la guilde des aventuriers, espérant qu'il pourra y augmenter son rang. Lorsque Ryoma entre dans la zone de test, il rencontre son superviseur, qui a un regard très sévère, mais qui lui explique que ce sera un test de capacité en combat. Pour le premier test, on donne à Ryoma 5 flèches et il doit viser 5 cibles fixes sans en manquer une. Dès que le test commence, il prend rapidement chaque flèche et frappe le centre de la cible, réussissant le test avec facilité. Reinhardt regarde, émerveillé, car il savait que Ryoma était habile, mais il ne réalisait pas qu'il était aussi doué. Le test suivant consiste à tirer des flèches sur des cibles mobiles. Dès que le test commence, Ryoma frappe à nouveau toutes les cibles sans en manquer une. Après avoir terminé le test, un superviseur lui lance soudainement un couteau dans une attaque surprise, mais Ryoma le rattrape, le renvoie, puis invoque un bâton en se préparant à donner un coup final. Cependant, le superviseur lui demande rapidement de s'arrêter, déclarant que le test est terminé. Impressionné, il complimente Ryoma pour sa performance avant de se présenter comme Vorgen, le maître de la guilde des aventuriers. Puisque Ryoma a réussi le test, il est emmené dans le bureau de Vorgen, où ce dernier lui remet sa carte officielle de guilde, qu'il utilisera pour accepter des missions. Ryoma commencera au rang G et progressera. Mais s'il continue sur cette lancée, Vorgen pense qu'il n'aura aucun mal à monter dans les rangs. Après cela, il suggère à Ryoma de consulter le tableau des missions pour voir quelles tâches sont disponibles pour lui. Cependant, il n'est autorisé à accepter que des missions de son rang, sauf s'il forme un groupe avec des membres prometteurs, auquel CAS, il pourrait accepter une mission de rang supérieur.
Ryoma se rend au tableau des missions et voit une variété de tâches, mais celle qui lui semble la plus appropriée pour un débutant est de nettoyer la maison d'un civil, car il croit pouvoir simplement utiliser C&E Slime pour accomplir la tâche. Le lendemain, il emballe C&E Slime et se prépare à partir, tandis que Reinhardt et sa famille lui souhaitent bonne chance. Peu après, il arrive à la maison et frappe à la porte. Lorsqu'elle s'ouvre, il est surpris de voir une Beastkin chat se tenir devant lui, car c'est la première fois qu'il en rencontre une. À ce moment-là, une odeur nauséabonde et épaisse emplit l'air, venant clairement de l'intérieur de la maison. La Beastkin, les yeux remplis de désespoir, prend les mains de Ryoma et lui supplie de nettoyer l'endroit. La tâche de Ryoma est de nettoyer la maison de Mia, qui est remplie de détritus. La maison est construite sur un terrain instable, et au fil du temps, un tas de déchets s'est effondré dans le sous-sol. Finalement, l'accumulation est devenue tellement massive que personne n'osait prendre en charge le travail. Malgré cela, Ryoma est convaincu qu'il peut le gérer avec l'aide de C&E Slime. Il commence par envoyer ses slimes récupérateurs pour consommer tous les déchets dans le tas. Une fois cela fait, il se rend au sous-sol et utilise sa technique de lavage à la brume pour nettoyer les murs. Finalement, Ryoma utilise sa technique de création de blocs pour produire des briques et renforcer la structure. Et avec cela, la maison est entièrement nettoyée. Lorsque Mia arrive pour inspecter les résultats, elle reste bouche bée. La transformation est si impressionnante qu'elle se met à pleurer. Submergée par la gratitude, elle remercie Ryoma pour son travail. Maintenant que la tâche est accomplie, Ryoma lui tend le formulaire à signer, confirmant la fin de la mission. Mia est tellement impressionnée par son travail qu'elle promet d'augmenter sa rémunération lorsqu'il viendra la récupérer à la guilde. Ayant mené à bien son premier travail, Ryoma ressent un certain soulagement en se disant qu'il peut gagner sa vie dans ce monde. Rassuré, il se dirige vers la guilde pour faire son rapport. À son arrivée, la réceptionniste est stupéfaite d'apprendre qu'il a réussi à nettoyer le sous-sol de Mia en seulement une demi-journée, et tout seul. Elle lui remet sa récompense, qui est encore plus élevée que prévu grâce au paiement bonifié de Mia. C'est alors que Ryoma entend Vorgen l'interpeller. Il s'installe et Vorgen exprime son admiration face à la rapidité avec laquelle Ryoma a accompli la tâche. Comme Mia est une aventurière bien connue, Vorgen était déjà au courant de son problème et de l'ampleur des déchets accumulés. Curieux, il demande à Ryoma comment il a pu finir aussi vite. En réponse, Ryoma explique que c'est grâce à C&E Slime. En entendant cela, Vorgen lui parle d'une autre mission qui requiert ses compétences, bien que Ryoma sache déjà qu'il s'agit du nettoyage des toilettes communautaires, ayant vu la mission sur le panneau. Vorgen explique que, suite à des coupes budgétaires récentes, personne n'est disponible pour s'en occuper. Après avoir écouté les détails, Ryoma accepte la mission, et Vorgen lui assure que la rémunération sera correcte. Plus tard dans la journée, Ryoma informe Reinhardt et sa famille de l'offre d'emploi. À cette nouvelle, Reinhardt commence à suspecter un possible détournement de fonds, car le bureau du gouverneur avait indiqué que les coûts étaient restés inchangés. Il ordonne alors à son majordome, Sebus, d'enquêter sur la question, tout en remerciant Ryoma d'avoir attiré leur attention là-dessus. Reinhardt ajoute qu'il pourrait bien découvrir un crime grâce à lui. Le lendemain, Ryoma et C&E Slime partent nettoyer les toilettes communautaires. Une fois à l'intérieur, il ordonne à C&E Slime charognard d'absorber toutes les saletés, puis utilise sa technique de lavage par brume pour nettoyer les murs avant de désinfecter les lieux avec de la magie foudroyante. Cependant, ce n'est qu'une seule toilette. Il en reste encore 29 à nettoyer. Avant de continuer, Ryoma effectue une évaluation de C&E Slime et découvre avec surprise qu'ils ont tous développé une résistance au poison de miasme. Cela ne peut signifier qu'une chose. Du miasme s'est accumulé dans les toilettes. Alarmé, il se précipite à la guilde des aventuriers pour faire son rapport, mais il trouve Reinhardt et les autres déjà sur place, en train de recueillir des informations auprès de Vorgen. Ils se rendent tous ensemble dans le bureau de ce dernier, et lorsque Ryoma mentionne la présence de miasme dans les toilettes communautaires, Élise et Eliaria se précipitent aussitôt pour s'assurer qu'il va bien. Conscientes du danger que représente le miasme, leur inquiétude sincère touche profondément Ryoma. C'est la première fois que quelqu'un s'inquiète autant pour lui, et cela le fait rougir. Malgré les risques, Ryoma insiste pour s'occuper du miasme avant que la situation ne devienne incontrôlable. Vorgen est surpris de le voir déterminé à poursuivre la mission malgré le danger.
Toutefois, les autres s'y opposent, craignant que ce soit trop risqué pour lui. Pour les rassurer, Ryoma affiche son écran de statut qui confirme sa résistance aux gaz toxiques. Grâce à cette preuve, il affirme qu'il n'y a personne de plus qualifié que lui et CCS Slime pour cette tâche. Le lendemain, Ryoma retourne aux toilettes communautaires pour reprendre le nettoyage. Mais cette fois, Vorgen a posté quelques aventuriers renommés à l'extérieur pour empêcher quiconque d'entrer. Tout étant en place, Ryoma et SS Slime reprennent le travail. À mesure que CS Slime se multiplie, leur nombre dépasse les 1000, leur permettant de nettoyer chaque salle à une vitesse record. À la tombée de la nuit, Mia et les gardes observent les efforts de Ryoma et lui suggèrent de prendre une pause, mais il refuse, déterminé à finir le travail le plus vite possible. Le nombre de slimes charognards passe de 1000 à 3000, et Ryoma les divise en groupes pour améliorer encore l'efficacité. Au début du 3e jour, Ryoma sort enfin du bâtiment et annonce que le nettoyage est terminé. Tous ceux qui l'attendaient dehors l'applaudissent, et ils partagent un moment de rire et d'accomplissement. Plus tard dans la journée, Ryoma s'étire, exténué, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas travaillé aussi tard dans la nuit. En réfléchissant, des souvenirs de sa vie passée lui reviennent. Travailler après minuit était autrefois normal pour lui, mais à cette époque, sa vie était vide et monotone, à tel point qu'il ne s'en rendait même plus compte. À son retour, il est surpris de trouver Reinhardt et sa famille qui l'attendent. Le fait qu'ils soient restés éveillés juste pour le voir le bouleverse profondément. Et il fond en larmes, submergé par le souvenir de sa solitude d'autrefois. Alyssa s'approche alors de lui et le prend dans ses bras, lui disant qu'il le considère désormais comme un membre de leur famille. Cette nuit-là, après leur avoir souhaité bonne nuit, Ryoma s'allonge dans son lit, profondément reconnaissant d'être venu dans ce monde. Le lendemain matin, la famille Reinhardt se lève très tôt pour préparer un petit déjeuner digne d'un roi. Lorsque Ryoma se réveille, il est surpris de voir qu'ils ont fait autant d'efforts rien que pour lui. La véritable raison de ce repas est qu'Eliaria souhaite demander à Ryoma s'il accepterait de lui enseigner la magie. Et par chance, il accepte. Les autres suggèrent également que Ryoma pourrait apprendre quelque chose de leur part. Comme il n'est pas très doué en magie offensive, Kamo propose de lui donner des cours. Plus tard dans la journée, tout le monde se rend dans une vallée, où Ryoma commence à enseigner à Eliaria. Cependant, cette dernière ne maîtrise que la magie de feu et de glace, que Ryoma considère comme les plus difficiles à contrôler. Il lui propose alors un exercice. Il utilise sa magie d'eau mousseuse pour souffler des bulles dans les airs, ce qui émerveille Eliaria. Lorsqu'elle essaie à son tour, elle parvient à créer des bulles dès sa première tentative, mais elle ne reste pas aussi longtemps en l'air que celle de Ryoma. Il lui conseille alors d'imaginer un liquide visqueux. En suivant ses instructions, les bulles d'Eliaria flottent bien plus longtemps qu'avant. Eliaria est ravie de constater qu'elle progresse simplement en jouant avec la magie, si bien qu'elle attrape la main de Ryoma avec enthousiasme. Pendant ce temps, Kamel appelle Ryoma pour lui enseigner la magie offensive, comme promis. Il commence par lui montrer un sort de flèche de feu qu'il lance sur un rocher, et Ryoma le reproduit parfaitement du premier coup. Au fil des heures, Ryoma apprend différents sorts d'attaque et de défense jusqu'à maîtriser tout ce que Kamel avait prévu de lui enseigner pour la journée. C'est alors que Reinbach arrive et annonce qu'il va lui enseigner la magie spatiale. Ryoma a déjà une certaine expérience en la matière, ce qu'il prouve en se téléportant autour du groupe. Voyant cela, Reinbach déclare qu'il est prêt à passer au niveau intermédiaire. Il lui explique que toutes les magies spatiales fonctionnent sur le même principe et que pour se téléporter plus loin, il suffit de visualiser avec précision la destination. Ryoma se concentre un moment, puis réussit à se téléporter jusqu'à un arbre lointain. Reinbach le rejoint par téléportation et lui présente ensuite un nouveau sort. Astérisque, demeure dimensionnelle astérisque. Contrairement à une simple boîte magique, celle-ci contient de l'air, ce qui permet d'y stocker des êtres vivants comme les slimes de Ryoma. Ce dernier s'entraîne jusqu'au coucher du soleil et lorsqu'il parvient enfin à lancer le sort avec succès, Hughes le confirme, faisant briller Ryoma de joie. Comme il se fait tard, ils décident tous de rentrer. Le lendemain, ils partent pour la mine abandonnée de Jimal, afin d'entraîner Eliaria au combat contre les monstres. Peu après leur arrivée, le groupe de Ryoma pénètre dans la mine pour son entraînement,
tandis que Reinhardt et les siens explorent d'autres galeries pour évaluer le niveau d'infestation. En s'enfonçant dans la grotte, ils repèrent une menthe religieuse géante. Ryoma fait signe à Eliaria de la combattre. Elle lance d'abord une flèche de glace, mais rate sa cible, laissant à l'insecte le temps de s'approcher. Juste avant qu'il ne l'atteigne, elle tire une seconde flèche et l'abat, avant de se retourner, fière de sa victoire. Plus profondément dans la grotte, il tombe sur 4 monstres à la fois. Hughes et Kamel se demandent si cela ne fait pas trop pour Ryoma, mais celui-ci les rassure. Il peut gérer. Il fonce droit sur les ennemis, utilise une technique de renforcement corporel, puis les élimine rapidement avec essai dague. Alors que Hughes propose de rentrer, Eliaria aperçoit un slime métallique au loin. Elle l'immobilise avec sa magie de glace, le capture, puis revient vers le groupe. Ryoma lui suggère de conclure un pacte avec lui immédiatement, mais elle le surprend en lui offrant le slime en cadeau, pour le remercier de lui avoir enseigné la magie. Touché par ce geste, Ryoma accepte le slime avec joie. La journée touchant à sa fin, ils sortent de la grotte. Tandis que Ryoma admire son nouveau compagnon, il remarque une terre rouge au sol et se demande s'il peut en extraire du fer. Rassemblant le sable rouge, il utilise sa magie d'alchimie pour en extraire des lingots de fer si bien polis que le reflet d'Eliaria apparaît sur leur surface. Reinbach et les autres, stupéfaits, observent en silence. Peu après, Reinbach emmène Ryoma dans une maison de commerce, où un marchand examine le lingot de fer ainsi que d'autres objets fabriqués par Ryoma. Le marchand confirma l'authenticité des objets et accepta de les vendre, mais Ryoma demanda que son identité en tant que créateur demeure secrète, redoutant que cela ne lui attire des ennuis. Reinhardt, dans un geste empreint de noblesse, lui proposa alors que l'ensemble des bénéfices lui reviennent, arguant que sa famille n'avait nul besoin d'un tel revenu. Touché par tant de générosité, Ryoma leur adressa un regard chargé de gratitude silencieuse. Le lendemain, Worgen convoqua une réunion avec Ryoma et les autres aventuriers. Il leur annonça leur nouvelle mission, purger les galeries de la mine de Guimal des petits monstres qui s'y étaient installés. Il s'agissait de chauves-souris cavernicoles, de rats sauvages et d'autres créatures similaires. Bien qu'aucune ne soit véritablement dangereuse individuellement, leur nombre élevé représentait une menace potentielle. Worgen insista donc pour que chacun demeure vigilant. Les aventuriers se divisèrent ensuite en 2 groupes afin d'explorer la mine plus efficacement. Dans l'équipe de Ryoma, il était le seul à maîtriser la magie offensive. Tous convinrent alors qu'il prendrait en charge les ennemis aériens, notamment les chauves-souris, pendant que S et camarades s'occuperaient du reste. Peu de temps après leur entrée, le groupe tomba sur un trio de créatures cavernicoles qu'ils éliminèrent sans la moindre difficulté. En avançant, ils parvinrent à une vaste galerie où un essaim de chauves-souris était suspendu au plafond. 6 créatures, imprévisibles en essaim, étaient notoirement difficiles à gérer. Ryoma élabora alors un plan. Il érigea une barrière sonore tout autour de la galerie, puis déclencha sa technique de bombe sonore astérisque, libérant une onde puissante dans toute la cavité. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la salle, ils découvrirent que toutes les chauves-souris gisaient déjà au sol, étourdies par l'attaque. Sans perdre un instant, Ryoma donna l'ordre à ses slimes de les dévorer. La chasse s'était déroulée à merveille jusque-là. Le groupe décida alors de faire une pause à l'extérieur, aux alentours de midi. À peine eurent-ils franchi la sortie que Worgen et son assistant vinrent à leur rencontre, le visage grave. Ils leur apprirent que l'autre équipe avait découvert un village de gobelins enfoui dans les profondeurs de la mine. Plus de 500 individus. Plusieurs aventuriers avaient même été blessés au cours de cette rencontre. Face à cette menace inattendue, une opération d'envergure fut rapidement planifiée. Des aventuriers furent déployés aux différentes sorties des galeries pour empêcher les gobelins de fuir. L'assaut commença dans le calme. La coordination entre les groupes permit d'éliminer sans difficulté la première vague ennemie. Mais très vite, ils se rendirent compte que le nombre de gobelins avait été sous-estimé. Une véritable marée déferlait sur eux. Face à cette situation critique, Ryoma invoqua tous ses slimes, plus de 3000, depuis sa demeure dimensionnelle et se lança dans la bataille. Il prépara une nouvelle bombe sonore astérisque, mais prit soin cette fois de dresser une barrière protectrice autour de ses alliés avant de la déclencher. Lorsque l'explosion retentit, les gobelins chancelaient, visiblement affaiblis. Profitant de cet instant de désorganisation, Ryoma donna l'ordre à ses slimes d'attaquer.
Comme il l'avait prévu, ces créatures submergèrent les gobelins en un déferlement impitoyable. Alors que tout le monde pensait que la bataille était terminée, un immense gobelin surgit des profondeurs, accompagné de plusieurs hobgoblins. Ryoma réagit immédiatement en appelant 3000 Slimes, qui se ruent en masse sur les ennemis. Leur nombre impressionnant suffit à les submerger, et bientôt, on voit les Slimes festoyer sur les restes des gobelins vaincus. Une fois le travail accompli, les aventuriers se préparent à repartir. Mais avant de partir, Ryoma remarque que les vêtements de tout le monde sont couverts de saleté. Sans hésiter, il fait appel à ses slime nettoyeurs pour éliminer toute trace de crasse gobeline. Chose qui étonne les autres, car cette saleté est réputée pour être très difficile à enlever. Plus tard, dans la nuit, alors qu'ils rentrent en calèche, les autres aventuriers félicitent Ryoma pour sa performance exceptionnelle sur le champ de bataille. À un moment, Ryoma sort s'asseoir à l'avant avec Jeff, le conducteur, et leur discussion remplit le cœur de Ryoma de gratitude. Il se sent profondément reconnaissant d'avoir été transporté dans ce monde, mais encore plus d'avoir rencontré Reinhardt et sa famille. Il sait que sans eux, il ne serait jamais sorti de la forêt. Alors qu'il repense à toute la gentillesse qu'ils lui ont montrée, une pensée le traverse. Ne dépend-il pas trop d'eux? Cette réalisation le pèse, et lorsqu'ils arrivent chez Reinhardt, Ryoma a déjà pris sa décision. Avec un air sérieux, il raconte les événements de la journée, puis annonce qu'il souhaite se séparer du groupe pour apprendre à devenir totalement autonome. Il sait que tout ce qu'il a accompli jusqu'ici, devenir aventurier par exemple, c'est grâce à Reinhardt et aux autres. Mais il se sent trop à l'aise et veut prendre du recul pour grandir seul. Il ne compte pas disparaître pour toujours, mais veut passer un moment seul pour se renforcer. Élise n'aime pas cette idée, mais Reinhardt et son père s'y attendaient déjà. Ayant élevé plusieurs jeunes comme lui, il trouve cela naturel. Reinbach lui impose toutefois 3 conditions: qu'il leur donne des nouvelles régulièrement par lettre, qu'il vienne leur rendre visite dès qu'il en a l'occasion et qu'il ne refuse jamais de demander leur aide s'il en a besoin. Ryoma accepte volontiers ces conditions et Élise est soulagée de l'entendre. Au même moment, la famille Reinhardt prévoit d'aller en ville capturer des oiseaux lambert, puisqu'ils sont de saison. Reinhardt pense que ce serait une belle opportunité pour Ryoma et lui propose de les accompagner, ce qu'il accepte. Par la suite, Ryoma explique que vivre seul signifie rester en ville comme aventurier, tout en lançant l'entreprise de blanchisserie qu'il a toujours voulu créer. C'est alors que les autres aventuriers et les servantes, qui écoutaient discrètement depuis un moment, entrent dans la pièce. Ils lui disent que son idée de laverie pourrait lui rapporter beaucoup d'argent, car de nombreux aventuriers jettent leur équipement quand ils n'arrivent pas à se débarrasser de la crasse gobeline. Il dit à Ryoma que son idée pourrait lui rapporter une véritable fortune, puis lui suggère de se rendre à la guilde des marchands pour s'enregistrer. Peu après, ils arrivent à la guilde, où ils font la connaissance de la maîtresse de guilde, qui s'avère être une vieille dame. Ryoma lui expose son idée d'utiliser des slimes nettoyeurs, et celle-ci se montre immédiatement fascinée. Convaincue du potentiel de ce projet, elle l'inscrit officiellement en tant que commerçant, confiante qu'il fera beaucoup d'argent. Ensuite, elle leur montre une carte indiquant l'emplacement du futur magasin. 1 heure plus tard, ils atteignent les lieux et découvrent que le local se trouve dans une zone particulièrement stratégique, non loin de la guilde des aventuriers. Un emplacement idéal pour faire des affaires. Cependant, le bâtiment est délabré. Il faudra le nettoyer à fond et entreprendre quelques rénovations avant de pouvoir ouvrir. Constatant cela, Serge propose à Ryoma de lui prêter quelques-uns de ses employés pour l'aider dans la gestion de l'établissement. À ses yeux, Ryoma, encore très jeune, n'est pas encore prêt à diriger seul une entreprise. Ryoma accepte sans la moindre hésitation et déclare même qu'il achètera tous les équipements nécessaires auprès de Serge. Ils scellent leur accord d'une poignée de main, marquant officiellement le début de leur partenariat. En guise de remerciement, Ryoma décide d'inviter toutes les personnes qui l'ont soutenu jusqu'à présent à une fête d'ouverture. Eliaria et quelques domestiques l'aident à préparer les plats pour l'occasion. C'est alors que 2 jumelles aux cheveux roses font leur entrée dans la boutique, stupéfaites d'apprendre qu'un garçon de 11 ans a trouvé un moyen d'éliminer la crasse des gobelins. Mais Serge intervient rapidement. Il leur rappelle que l'âge importe peu et qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur son apparence. Il les présente ensuite comme les apprentis de Ryoma, Calom et Carla. Malgré leur jeune âge,
elles occupent respectivement les postes de sous-gérante et d'adjointe dans l'une des succursales de Serge. Ryoma les conduit alors à l'intérieur pour leur expliquer comment accueillir les clients. Il leur fait également une démonstration du processus de nettoyage et de repassage réalisé par les slimes, ce qui les impressionne beaucoup. Peu après, la fête d'ouverture commence, et c'est à Ryoma de prendre la parole. Cela lui rappelle un souvenir amer de sa vie précédente, lorsqu'il avait dû faire un discours au bureau et que personne ne l'avait écouté. Cette fois, pourtant, tout est différent. Il livre un discours sincère, remercie chacun pour son soutien, puis lève son verre en signe de célébration. La fête bat son plein. Tout le monde mange, rit et passe un bon moment. Voir autant de joie autour de lui remplit Ryoma de bonheur. La fête est une réussite. Une fois la soirée terminée, il appelle Calum et Carla pour les féliciter de leur travail. Mais, à leur attitude réservée, il devine qu'elles ne souhaitent probablement pas rester. Contre toute attente, elles lui annoncent qu'elles ont réfléchi et qu'elles souhaitent finalement continuer à travailler pour lui. Au départ, elles avaient des doutes. Elles pensaient qu'il était un noble, ce qui les mettait mal à l'aise. Mais après avoir vu à quel point les gens avaient confiance en lui, elles ont changé d'avis. Elles sentent qu'elles ont beaucoup à apprendre à ses côtés. Maintenant qu'elles savent qu'il n'est pas noble, elles se détendent aussitôt, beaucoup plus à l'aise qu'auparavant. Mais après avoir appris que ce n'était pas le cas, ils se détendirent visiblement. Le lendemain marquait l'ouverture officielle de sa boutique de blanchisserie qu'il nomma « La forêt de bambou ». Cependant, Ryoma doutait d'attirer des clients. Après l'arrivée de Carl et Calum, il se rendit à la guilde des aventuriers pour leur annoncer que sa boutique était désormais ouverte. À sa grande surprise, en arrivant, les aventuriers étaient déjà au courant de l'inauguration, car Mia avait affiché une énorme affiche pour l'annoncer. Ils lui dirent qu'ils passeraient à sa boutique dès qu'ils auraient terminé leur travail. En attendant, Ryoma décida d'accepter une mission simple d'aventurier, la cueillette d'herbes. Il se rendit donc dans les galeries de la mine où il ne trouva aucun monstre. Après avoir rassemblé les herbes, il retourna à la guilde, livra la récolte et reçut sa récompense. De retour à sa boutique, il fut choqué de voir une longue file d'attente devant l'entrée. Il se téléporta à l'intérieur et fut accueilli par les voisins qui lui expliquèrent qu'ils attendaient avec impatience l'ouverture de sa boutique depuis qu'ils avaient appris que S et service permettaient d'éliminer la crasse des gobelins. Submergé par l'émotion, Ryoma versa des larmes de joie et donna immédiatement des instructions à ses assistants pour qu'ils s'occupent des clients pendant qu'il se chargeait de la lessive. Quelques heures plus tard, en discutant avec Carl et Calum, il remarqua qu'ils n'avaient pas eu une minute de repos. Il leur annonça alors qu'il allait embaucher davantage de personnel afin d'alléger leur charge de travail. Ensuite, il rendit visite à la famille Reinhardt et leur raconta avec enthousiasme le succès de son entreprise, ce qui ne les étonna pas, car ils s'y attendaient déjà. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans son lit, Ryoma repensa à son ancienne vie misérable. Il n'avait jamais vraiment été à l'aise autrefois, mais aujourd'hui, même épuisé, il se sentait en paix. Le lendemain, la maîtresse de la guilde marchande rassembla un groupe de personnes qu'elle jugeait parfaites pour travailler dans l'entreprise de blanchisserie de Ryoma. Peu après, Ryoma se présenta devant les candidats et annonça qu'il était le propriétaire de la société. Ce qui les surprit, puisqu'il n'avait que 11 ans. Il leur expliqua qu'il travaillait avec des slimes et qu'il devrait les considérer comme des collègues. Il leur donna aussi la possibilité de partir s'ils se sentaient mal à l'aise de recevoir des ordres d'un enfant ou de travailler avec des slimes. Environ 90% des candidats partirent, refusant de travailler sous les ordres d'un enfant. Ne restaient alors que 2 personnes, un homme et une femme au profil intrigant, nommés Fei et Ling, qui souhaitaient toujours le poste. En se levant, Ryoma remarqua que l'homme avait une jambe cassée, mais il n'y vit pas un grand problème, car les slimes guérisseurs pourraient facilement s'en occuper. En y regardant de plus près, il remarqua également qu'ils portaient des armes. Ils lui avouèrent alors qu'ils étaient d'anciens assassins, mais qu'ils avaient quitté cette vie pour poursuivre un travail honnête. Après avoir combattu pendant la guerre, ils avaient perdu leur patrie et avaient été contraints de s'installer dans cette ville, choisissant de vivre dans l'ombre. Malgré tout cela, Ryoma décida de les engager, car la maîtresse de la guilde était déjà au courant de leur passé et ne les considérait pas comme une menace. Fei et Ling furent étonnés que Ryoma accepte de les employer même après avoir découvert qu'ils avaient été assassins. Ensuite,
Il les présenta à Carla et Callum, leur annonçant qu'ils étaient leurs nouveaux collègues. Après un échange de salutations, Ling se dirigea vers la salle du personnel. Lorsqu'elle voit les Slims s'affairer à faire la lessive, elle se présente chaleureusement comme l'une de leurs nouvelles collègues. Et avec Faye et Ling qui rejoignent l'équipe, Ryoma se sent confiant qu'ils pourront gérer l'affluence du soir tout en assurant un flux régulier de clients. Le lendemain, voulant que Faye se sente à l'aise, Ryoma utilise l'un de S.E.'s slime guérisseurs pour soigner sa jambe cassée. Et Faye prouve que le soin a fonctionné en se tenant debout, en sautant et en se déplaçant librement, ce qui submerge sa fille de gratitude. Avec Faye maintenant complètement guérie, Ryoma croit qu'ils fonctionneront à plein potentiel. Il leur montre ensuite leur nouvelle chambre, qu'ils trouvent magnifique, car ils ne se souviennent même plus de la dernière fois où ils ont dormi sur de vrais lits. Avec tout en place, les 2 jours d'activité suivants se déroulent sans accroc, et lorsqu'une nouvelle vague de clients arrive, tous les employés travaillent dur. Alors, Ryoma prépare des pizzas et d'autres snacks pour montrer sa reconnaissance, leur offrant des pauses entre les quarts. Et grâce à cela, la journée passe efficacement avec tout le monde à plein temps. Voyant que l'activité prospère, Ryoma décide d'embaucher plus de personnel, y compris un cuisinier pour le bien-être des employés. Ce qui surprend l'équipe car ils n'avaient jamais reçu un tel traitement auparavant. Ryoma se rend alors à la guilde des marchands pour partager ses plans d'embauche avec la maîtresse de guilde, qui soutient pleinement son projet et promet de trouver des candidats prêts à travailler avec lui et les Slims. Plus tard dans la journée, elle lui présente Fina, Maria, Jane et Selma. Et voyant leur attitude respectueuse et ouverte, Ryoma les engage. Une semaine après l'ouverture, clients et employés sont satisfaits. Et Ryoma réalise qu'il n'a plus besoin d'être présent tout le temps au magasin. Il décide donc de prendre plus de quêtes à la guilde des aventuriers. Le lendemain, Serge organise une réunion avec Ryoma pour proposer une opportunité commerciale impliquant la fourniture de tissus imperméables en raison de la saison prochaine des épidémies, et comprenant l'urgence, Ryoma accepte de produire davantage. Le jour suivant, il informe Elieria qu'il se rendra aux mines, et elle demande à l'accompagner pour pratiquer son violon, ce qui le déroute au début, jusqu'à ce qu'elle explique que l'arrivée des oiseaux Linor est proche, et que la musique aide à les apprivoiser si la mélodie leur plaît. Elle pratique tout en demandant à Ryoma de faire comme si elle n'était pas là. Il passe ensuite des heures à préparer le tissu, et lorsqu'il ne reste plus que l'étape du séchage, il utilise sa magie de modelage de pierre pour créer une réplique terne d'Elieria, qu'elle trouve d'une beauté saisissante. Plus tard, il rencontre la famille Reinhardt pour leur présenter des poupées. Ils sont impressionnés par son savoir-faire, ce qui satisfait Ryoma car il peut ainsi leur apporter un sourire. Le lendemain, il passe au magasin et constate que tout fonctionne bien, puis retourne aux mines pour continuer à produire du tissu imperméable. Après avoir terminé le lot suivant, il attend qu'il sèche et décide d'entraîner les slimes au combat. Il laisse les plus petits s'affronter entre eux tandis qu'il combat en duel le slime charognard plus grand. Au cours du combat, il remarque que les mouvements défensifs du slime se sont nettement améliorés, prouvant l'efficacité de cet entraînement. Ensuite, Ryoma se penche sur un slime qu'il nourrit depuis un moment avec du fer. En l'examinant de plus près, il découvre qu'il a évolué en slime de fer, car il ne consomme que ce métal. Cela lui fait comprendre qu'en nourrissant les slimes avec différents métaux, il pourrait obtenir un slime métallique. Quelques heures plus tard, de retour au magasin, il est choqué de voir que les ventes ont triplé par rapport à la veille. Maintenant qu'il a plus d'employés, ils travaillent efficacement ensemble et satisfont tous les clients. Soudain, Ryoma frissonne en réalisant qu'il n'a même pas pensé à donner des congés à ses employés. Il se remémore sa vie antérieure et l'exploitation qu'il subissait à son ancien travail. Avec cela en tête, il annonce que la boutique fermera une fois par semaine pour que tout le monde puisse se reposer convenablement. 6 employés sont ravis, n'ayant jamais travaillé dans un endroit qui valorise ainsi leur bien-être. Ryoma est déterminé à leur offrir les meilleures conditions de travail pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le lendemain, il se rend à la guilde des aventuriers où la réceptionniste l'informe qu'un groupe d'aventuriers hors de la ville vend un slime rare. Intrigué, il se rend dans un bar en périphérie où il trouve un groupe d'hommes en train de boire, qu'il suppose être les vendeurs. S'approchant calmement, il commence à discuter des slimes, mais un des aventuriers, manifestement ivre, s'offense.
Mal interprétant les propos de Ryoma, il le saisit par le col, pensant qu'il vient se moquer d'eux pour leur échec à vendre le slime. Cependant, en le tirant, il tombe au sol en pleurs de frustration. Après ce tumulte, Ryoma parle avec certains membres plus raisonnables du groupe et leur explique qu'il souhaite acheter les slimes qu'ils n'ont pas pu vendre car il les collecte et étudie. Ils lui permettent d'examiner les slimes et lorsqu'il regarde dans une jarre, il est surpris de voir un slime rouge sang, une chose jamais vue auparavant. Intrigué, il propose de payer un supplément, ce qui réjouit les aventuriers. Après la transaction, il se rend aux mines de Grimel où il forme un contrat de lien avec le nouveau slime. Une fois le contrat établi, le slime s'insinue dans le corps d'un rat mort et en draine tout le sang, ce qui fait comprendre à Ryoma que c'est probablement une de ses capacités. Pendant ce temps, les dieux qui ont amené Ryoma dans ce monde continuent de veiller sur lui, voyant combien il est heureux et le respect qu'il témoigne à tous, y compris aux slimes, et concluent qu'ils ont pris la bonne décision en le faisant venir ici. Le lendemain, Eliaria invite Ryoma à l'accompagner pendant son cours de magie. Alice Reinbach et Reinhardt sont présents pour lui enseigner une technique appelée la technique de sensation partagée, qui permet à un invocateur de transmettre des informations à son familier, notamment s'il se trouve en danger. Toutefois, au lieu d'utiliser des slimes pour la leçon du jour, Alice apporte des oiseaux appelés Asterisk Crewbirds Asterisk, qu'elle juge plus efficaces pour ce type d'exercice. Rapidement, Ryoma et Eliaria établissent un lien avec les oiseaux. Alice demande à Ryoma d'imaginer qu'il peut voir à travers les yeux de l'animal. Après quelques instants, Ryoma réalise qu'il peut se voir lui-même, bien que l'expérience lui donne la nausée. Étonné qu'il ait réussi, Alice et les autres l'encouragent, et Reinhardt lui explique que cette sensation est courante chez les utilisateurs de magie d'invocation. Il lui conseille de fermer les yeux pour mieux percevoir les choses. En suivant ce conseil, Ryoma parvient à observer son environnement à travers les yeux de l'oiseau sans ressentir de vertige. Après l'exercice, tout le monde s'assoit pour discuter des types de monstres qu'ils sont capables d'apprivoiser. Reinbach explique qu'il peut dompter toutes sortes de créatures à écailles, bien qu'il ne puisse en contrôler qu'un petit nombre à la fois. Reinhardt, quant à lui, est spécialisé dans les quadrupèdes, mais ne peut former de contrat avec d'autres types de créatures. Alice est considérée comme la plus forte d'entre eux grâce à son gigantesque loup blanc, une bête divine nommée Ephéméra, ainsi qu'à sa capacité à contrôler plus de 120 monstres, en majorité des loups. Reinhardt, lui, a toujours été un peu en retrait dans ce domaine, ayant consacré davantage de temps à l'épée. Pourtant, le plus impressionnant reste Reinbach. Bien qu'il ait moins de 20 familiers, chacun d'eux est un dragon, si puissant qu'il ne les invoque qu'en CA de véritables crises. En écoutant tout cela, Ryoma réalise à quel point les gens qui l'entourent sont remarquables. Au fil des jours, il continue de s'entraîner avec Eliaria à la magie d'invocation, tout en produisant et distribuant des tissus imperméables pour répondre à la commande urgente de Serge. Puis, l'épidémie de grêlefro débute, et Ryoma organise une réunion avec les autres aventuriers pour discuter de la meilleure façon de tirer profit de la chasse aux grenouilles. Il conclut qu'une bonne tenue, comme celle que Ryoma utilisait pour nettoyer les toilettes publiques, serait nécessaire, et Ryoma leur suggère simplement de se rendre à la compagnie de commerce pour s'en procurer. L'épidémie des grêlefros coïncide aussi avec le passage des oiseaux limers, connus pour ne pouvoir être apprivoisés qu'à travers la musique. Désireux de saisir cette opportunité, Ryoma passe une grande partie de la nuit à s'entraîner à la guitare afin de les attirer. Le lendemain, Ryoma et la famille Reinhardt se mettent en route à travers la forêt en direction du lac où les oiseaux sont attendus. En chemin, Ryoma croise le groupe d'aventuriers qui lui avait vendu le slime de sang. Ils échangent quelques mots et le remercient pour les conseils qu'il leur avait donnés concernant la manière de faire fortune pendant la saison des grenouilles. Après avoir pris congé, Ryoma rattrape les autres et découvre, émerveillé, les oiseaux qui volent gracieusement au-dessus du lac, tandis que les aventuriers alentours capturent toutes les grenouilles de... Après avoir passé la nuit à s'exercer à la guitare pour apprivoiser les oiseaux à leur arrivée, Ryoma part le lendemain avec la famille Reinhardt à travers la forêt en direction du lac où les oiseaux limeurs sont censés passer. En chemin, il croise le groupe d'aventuriers qui lui avait vendu le slime de sang, et après un bref échange durant lequel il le remercie pour ses et conseils sur les profits à faire durant l'épidémie de grêle, il se dépêche de rejoindre les autres. À son arrivée,
Il est émerveillé de voir les oiseaux voler gracieusement au-dessus du lac, tandis que des aventuriers ramassent activement les grenouilles dans l'eau. Soudain, un homme tente de les apprivoiser avec de la musique, mais son jeu médiocre fait fuir les oiseaux. Et furieux, il dégaine son épée pour les forcer, jusqu'à ce qu'un des oiseaux l'attaque avec de la magie du vent, moment où Ryoma intervient juste à temps en créant un mur pour bloquer l'attaque. Puis, un bruit assourdissant retentit, causant une douleur générale sauf chez Ryoma, qui en identifie l'origine. Un oiseau qui l'emprisonne rapidement dans une chambre magique avant qu'il ne s'envole. Reinbach explique que cet oiseau appartient à une espèce dangereuse, capable de magie noire et de vent, provoquant hallucinations et terreur chez les gens. Des effets déjà visibles sur les autres aventuriers. La compétence de résistance mentale de Ryoma l'a protégé, mais il comprend à quel point les attaques de l'oiseau sont discrètes et restent sur ses gardes. Ils attendent des heures que les oiseaux limeurs reviennent, en vain, et il est temps de rentrer. Eliaria est attristée par l'idée de la séparation, et Ryoma, ne sachant que dire, reste silencieux jusqu'à ce qu'Élise prononce quelques mots réconfortants, tandis que Hughes taquine Ryoma sur un baiser d'adieu, les mettant tous deux mal à l'aise. Mais Ryoma détourne l'attention avec un coup rapide dans l'entrejambe de Hughes. Soudain, leur attention se tourne vers le ciel en voyant les oiseaux revenir, et Ryoma, inquiet que le chef soit méfiant envers lui, choisit de reculer discrètement. Puis, sans prévenir, Eliria s'avance avec son violon en main et assure avec confiance qu'elle saura les apprivoiser. Elle commence à jouer une mélodie magnifique et les notes apaisantes calment les oiseaux au point qu'ils acceptent sa chanson et s'approchent pour former un contrat, ce qu'elle réussit avec 9 d'entre eux, un succès qui lui arrache un sourire. Ensuite, Ryoma sort sa guitare et se met à jouer. Bien que cet instrument soit inconnu dans ce monde, la musique apaise tout de même les oiseaux, qui viennent vers lui et lui permettent à son tour de conclure un contrat. Elieria évalue l'un des oiseaux rares qu'elle a apprivoisé et découvre qu'il s'agit en réalité d'une espèce rare de limra. Le soir même, un grand banquet est organisé à la fois pour célébrer l'apprivoisement des limras par Elieria et comme fête d'adieu pour Ryoma. Quelques heures plus tard, Ryoma et Elieria se retrouvent seuls dans sa chambre, tous deux gênés et rougissants. Elieria est triste car Ryoma va désormais vivre près des mines tandis qu'elle partira étudier à l'internat. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'elle n'a pas vraiment d'amis à part lui, puisque la plupart des gens craignent ses pouvoirs magiques. Elle lui confie qu'elle a autrefois gelé quelqu'un par accident, ce qui a poussé les gens à l'éviter depuis ce jour. Ryoma l'écoute et pense qu'elle ne devrait pas se blâmer. Il la rassure en disant qu'il n'a pas peur d'elle, car il sait qu'elle ne ferait jamais ça volontairement, ce qui la fait sourire. Elieria lui offre alors un petit coffret contenant un collier que sa mère lui avait donné pour ses 10 ans. Au départ, Ryoma refuse, conscient de sa valeur sentimentale, mais Elieria insiste en disant que c'est normal entre amis d'échanger des cadeaux avant de se séparer. Touchée, Ryoma lui offre 2 de ses slimes les plus précieux en retour, et ainsi se termine sa dernière nuit avec Elieria. Le lendemain, la famille Reinhardt accompagne Ryoma jusqu'à la station de voyage où il doit partir. Ils lui souhaitent tous une belle vie et le laissent seul avec Elieria pour leurs adieux. Ils se promettent de se revoir dans 3 ans, le temps qu'Elieria perfectionne sa magie, et avant de partir, ils se serrent la main, convenant que ce n'est pas un adieu, mais un simple « à bientôt ». Wacha nukmil lik el qissa, lik.